Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire une présentation du tarot du royaume caché de Barbara Moore et Julia Jeffrey. Et alors, ce tarot, j'en ai fait une review sur le blog que je vous mets en dessous si vous souhaitez aller la lire. Et je vais aussi vous faire un tirage speed dating afin que vous vous rendiez un petit peu plus compte de la personnalité de ce tarot. C'est un tarot que je vous recommanderais d'utiliser avec pas mal de respect et avec pas mal d'honneur. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est vraiment un outil qui est complètement habité par les faits, par les vrais faits, le vrai petit peuple. Et ça va au-delà de l'image qu'on se fait des gentilles petites fées, un peu à la Disney. Là, vous avez vraiment des peuples féeriques authentiques. Ce tarot, il est véritablement habité. Donc je vous recommande d'utiliser cet outil de façon assez particulière, de lui accorder beaucoup d'attention, d'être vraiment attentif à ce qui va se passer quand vous l'utiliserez, parce qu'il a une véritable personnalité et parce que selon l'approche que vous allez avoir avec lui, il va réagir différemment. Alors c'est pas un tarot que je recommande pour des choses très concrètes, pour avoir des dates, avoir des choses très précises. Il est quand même beaucoup plus complexe que ça et il est assez facétieux, un peu à l'image du petit peuple finalement. Donc si vous travaillez déjà avec le petit peuple et que vous connaissez un petit peu cette énergie des peuples féeriques, vous allez adorer. Si vous avez envie de découvrir cet univers, ça peut être aussi une très belle entrée en matière. Mais c'est pas juste un joli jeu à ajouter à votre collection. Je vous conseille vraiment de l'aborder comme presque une personne ou un groupement de personnes, sachant que moi, en règle générale, j'ai tendance à intégrer un nouveau tarot ou un nouvel oracle à ma collection en me disant que je me fais un nouvel ami. Et bien là, vraiment, ça se ressent très fortement que ce tarot il est complètement habité et que vous allez avoir des personnages qui vont prendre vie quand vous allez l'interroger. Comme d'habitude, je vais vous montrer quelques cartes qui ressortent particulièrement dans ce jeu selon moi. Vous allez pouvoir remarquer que ce tarot utilise beaucoup de portraits de personnages. Donc vous n'avez pas beaucoup de scènes de vie ou d'utilisation d'action. Ça va beaucoup être de l'interprétation par rapport à des expressions, par rapport à des mouvements corporels. Et l'interprétation se fait finalement beaucoup plus facilement que ce qu'on pourrait s'imaginer avec l'utilisation de ce type de portrait. Donc les personnages sont super intéressants, moi je les trouve hyper riches, ils dégagent vraiment quelque chose, ils dégagent une véritable vie. Et alors il y a un truc qui m'a marqué avec ce jeu, c'est que certains personnages me font penser à des divinités et à des archétypes très marquants dans les différentes mythologies, principalement les mythologies celtes, nordiques, un petit peu grecques aussi. Vous allez par exemple avoir la carte de l'impératrice. Cette impératrice, alors moi, elle me fait penser à une déesse des récoltes, une déesse un peu comme Déméter dans le panthéon grec. Et pour moi, c'est vraiment une énergie de déesse d'abondance. Alors, je sais pas si vous travaillez avec la déesse Déméter, moi c'est pas mon cas, mais est-ce que mon ressenti est juste? Si elle fait partie de votre panthéon personnel, n'hésitez pas à me faire un petit coucou et à me dire si mon analyse vous semble juste ou non. Vous avez aussi l'empereur qui fait penser au dieu Odin avec ses corbeaux. Pareil, je travaille pas avec Odin, donc si vous êtes hyper pote avec Odin, n'hésitez pas à me dire si ça correspond à l'image que vous vous faites de lui. La Morrigan avec la carte de la mort. Alors, je crois savoir que beaucoup de personnes qui travaillent avec ce tarot ressentent énormément l'énergie de la Morrigan dans pas mal de cartes. Et je pense que cette carte de la mort, elle parle à pas mal de personnes qui travaillent avec elle. Moi je travaille pas avec elle de façon active, c'est pas une divinité qui m'accompagne. En revanche, j'ai déjà ressenti son énergie pour le compte d'autres personnes. Et cette carte, elle me parle bien par rapport à ce que j'ai ressenti d'elle. Donc la mort et la Morrigan. Là, on a vraiment un lien très très fort, je trouve. Cernunnos, dans la carte La danse dans l'ombre, c'est la carte du diable dans ce tarot.
forcément, on ne peut que reconnaître Carnonos dans cette carte. Et alors une divinité qui m'accompagne et dont je me sens très proche, qui est omniprésente dans mon cheminement spirituel, la déesse Gaïa dans la carte du monde. Donc forcément, le monde, ça nous fait penser à la déesse Gaïa, mais là, pour moi, c'est vraiment une représentation très juste de son énergie, de qui elle est, de ce qu'elle véhicule. Et quand je tire les cartes avec ce tarot et que je me connecte à l'énergie de Gaïa, cette carte a tendance à revenir en permanence et je la trouve vraiment imprégnée de l'esprit de Gaïa. L'avantage d'avoir beaucoup de portraits de personnages, c'est que vous allez avoir beaucoup d'émotions qui vont transparaître à travers les cartes. Et une des choses qui ressort beaucoup, c'est cette espèce de dualité qu'on les fait entre un côté très lumineux et très enfantin et un autre côté un petit peu plus sombre et étrange. Et je trouve qu'elles font très bien ce pont entre les deux univers. Et alors dans le côté lumineux enfantin, vous allez avoir pas mal de cartes qui vont vous donner envie de vous connecter à votre part naïve, à votre part innocente. Déjà on lance le jeu avec la carte du fou qui est totalement lumineuse, invitante. Elle donne envie de croire en la vie. Et puis alors ce que j'aime dans cette carte du fou, c'est qu'elle n'a pas ce côté culpabilisant que peut avoir cette carte dans d'autres jeux, parce que le fou il est toujours un peu ambivalent, il a ce côté naïf, mais naïf parfois dans le mauvais sens du terme, où on se dit qu'il va se faire avoir et qu'il a tort d'être aussi immature et de croire autant en la vie, alors que là on n'a pas ce côté culpabilisant. Et je pense que dans le petit peuple, la culpabilité c'est pas quelque chose qui est véritablement ancré. Je pense que si on se met à être dans une énergie de culpabilité, le petit peuple va complètement se fermer. Et on est plus dans une exaltation, dans une envie de vivre, dans quelque chose de très lumineux et de très joyeux et généreux. Et ce fou, il reflète totalement cette énergie-là. Et j'aime beaucoup le fait que ce soit un jeune homme, enfin qu'on ait l'impression d'avoir un adulte ou un presque adulte, mais avec cette énergie enfantine très forte. Qui est radieuse et qui nous encourage à nous connecter à cette part-là en nous. La fée de la fortune, c'est l'équivalent de la roue de fortune dans les tarots traditionnels. Ici, c'est une jeune fée qui est beaucoup plus dans le lâcher-prise et dans le positif et dans la naïveté, tout comme le fou. Et on va du coup complètement retirer aussi ce côté peur du lendemain, peur de la rechute, peur de prendre une décision qui pourrait avoir des conséquences qu'on ne peut pas prévoir. Là, on est beaucoup plus dans quelque chose de lumineux et dans un vrai lâcher-prise positif. Donc j'aime bien cet aspect-là chez les fées de ce jeu, de nous encourager à prendre des risques et de compter sur notre esprit un petit peu plus aventureux, notre esprit enfantin, mais enfantin dans le bon sens, parce que finalement, si on écoute un petit peu plus cette part enfantine, on va aussi avoir de bonnes surprises sur notre cheminement. L'étoile, magnifique carte qui est pleine de magie, d'innocence. Là, c'est vraiment l'enfant qui croit en ses rêves et ça nous encourage justement à nous reconnecter à cette part d'enfant intérieur qui croit en sa réalisation et qui est prêt à mettre en place les actions pour pouvoir se réaliser. Le 10 de bâton, alors là c'est une carte qui est un petit peu plus en demi-teinte parce qu'on ressent à la fois la force et la fragilité de ce petit garçon. Je la trouve vraiment saisissante et très touchante comme carte. Et alors ce qui est intéressant, c'est que dans des jeux plus traditionnels, vous allez avoir vraiment une notion de fardeau avec le 10 de bâton, alors que là on est beaucoup plus dans la responsabilité et dans le fait de prendre soin de quelque chose de précieux. Vous avez ce petit garçon qui est tout en fragilité, on le voit nu en train de tenir sa petite chose précieuse entre les mains,
et en même temps on sent sa force et sa détermination pour en prendre soin, et on sent que avec cette carte on va plus être dans une fierté de prendre soin de quelque chose de précieux, dans l'envie de réussir dans cette tâche importante, et on va un petit peu moins être dans le côté fardeau, barbant, négatif, culpabilisant. Et encore une fois, ça nous montre à quel point les fées ne sont pas dans cet état d'esprit très fastidieux qu'on a tendance à avoir nous les humains, mais ils ont complètement gardé finalement cet esprit d'enfant, ils sont beaucoup moins dans les contraintes que nous, et ils vont être dans quelque chose de beaucoup plus pur et quelque chose de plus spontané. Alors du côté un petit peu plus obscur de la force, vous avez des personnages qui sont un peu plus ambigus, je trouve, dans ce tarot, et qui vont nous emmener sur des chemins pas vraiment très rassurants. Par exemple, vous allez avoir la grande prêtresse, qui est magnifique, qui nous invite dans un voyage. Mais cette grande prêtresse, moi je trouve qu'elle elle nous attire quand même dans un questionnement sur ses intentions. On ne sait pas vraiment si on peut lui faire confiance. Il y a quand même un côté un petit peu fuyant chez elle, où elle ne nous regarde pas totalement dans les yeux. On ne sait pas où elle nous emmène. Elle a ce côté mystérieux de la grande prêtresse. Et puis on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Elle est vraiment totalement enveloppée de mystère. Et on commence à rentrer un petit peu dans ce territoire flou qu'apporte le petit peuple. Donc je trouve que c'est une carte qui amène une émotion très forte quand elle débarque, et en même temps qui est excitante, mais qui amène finalement plus de questions que de réponses peut-être. L'ermite, alors moi c'est une carte qui me fait flipper dans ce jeu. Elle est hyper bizarre, cette ermite. Elle me fait penser à une vieille femme qui habite seule dans la forêt ou dans les montagnes. Et c'est toujours des personnages qui peuvent être un peu inquiétants parce qu'on ne sait pas trop ce qu'elles font. On ne sait pas trop quel pouvoir elles ont, quelle sagesse elles ont pu acquérir. Et est-ce que ça nous fait pas penser un petit peu à ces vieilles sorcières qui enlèvent des gosses dans la forêt et contre qui on va mettre les enfants en garde? Attention, si tu manges pas tes légumes, on va aller te perdre dans la forêt et la vieille sorcière va venir te chercher. La lune, elle est complètement dans cet état d'esprit de l'illusion que dégage cette lame habituellement dans le tarot. Mais là, c'est encore plus saisissant parce qu'on a une femme avec des bois de serre, donc elle est à la fois dans une énergie féminine, mais elle a aussi le côté masculin avec les bois de serre. Elle est très étrange dans son attitude, on ne sait pas vraiment si elle est en souffrance, si elle est en maîtrise, si elle voit des choses, est-ce qu'elle est prête à nous les révéler ou pas. Il y a quand même un côté assez déstabilisant dans cette lune, et moi quand elle revient dans les tirages, j'ai tendance à comprendre une chose et à me rendre compte, par exemple, une semaine après, qu'en fait c'était totalement l'inverse. Donc c'est une lune qui ment, et elle est totalement dans cette énergie de la lune finalement, qui est toujours dans l'incertitude et dans l'illusion. Mais dans ce jeu plus particulièrement, j'ai vraiment expérimenté une lune qui me déroute à chaque fois, et j'ai tendance à me mettre parfois à interpréter la lame de façon complètement illogique, complètement à l'inverse de ce que j'aurais pu faire dans le passé, parce que je trouve que cette lune-là, elle ment, elle est vraiment facétieuse, elle est à fond dans l'illusion, elle a une vraie personnalité, et souvent quand elle va dire noir, et bien le lendemain ça va être blanc, et puis inversement, féminin ça va être masculin, et puis en fait il va toujours y avoir une autre face par rapport à la pièce qu'elle va nous montrer de prime abord. Donc je trouve que c'est une carte qui est hyper intéressante, qui est hyper habitée, et qui finalement incarne totalement l'archétype de la lune et ce que ça représente habituellement dans d'autres jeux, sauf que là c'est beaucoup plus exacerbé. Carte violente, le 10 d'épée. Là on est vraiment dans une énergie beaucoup plus radicale dans le sombre.
On est plus dans une énergie de guerre, on est un peu moins dans quelque chose d'étrange. Et on va travailler sur des choses comme la colère, sur vraiment tout ce qui est guerrier, l'instinct, un petit peu plus de feu qu'on a en nous pour extérioriser des choses négatives. Et alors je l'ai pas encore utilisé pour travailler sur cette notion de la guerre parce que c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup travaillé jusqu'ici. Éventuellement ça peut être intéressant de travailler sur l'émotion de la colère avec, c'est quelque chose que j'ai pas mal expérimenté, ça, le travail sur l'émotion de la colère. Et je pense qu'avec ce 10 d'épée, ça peut être pas mal pour extérioriser et faire ressentir l'émotion, la faire passer à travers soi. Donc pourquoi pas méditer avec cette carte-là pour faire ressortir l'esprit guerrier, exprimer les émotions très fortes qui ont tendance à nous posséder puis à nous bouffer de l'intérieur. Mais en tout cas je trouve que c'est une carte intéressante et on voit que vraiment les émotions sont exacerbées et que quand on va dans le négatif avec ce jeu, on n'a pas peur, on y va à fond, on va annoncer vraiment les choses de façon assez radicale et puis on va pas édulcorer. Ensuite j'ai envie de vous montrer quelques cartes de cours. Je trouve que les cartes de cours elles sont saisissantes dans ce jeu là, elles ont forcément une vraie personnalité parce que déjà on est principalement sur des portraits donc on va vraiment donner vie à des personnages. Et puis alors il y a des personnages de cours qui sont assez saisissants et intéressants. Vous allez par exemple avoir le roi de coupe. J'aime beaucoup ce roi de coupe parce qu'il est étonnamment jeune. Il dégage une certaine douceur mais en même temps on sent chez lui une sagesse et puis un recul qui sont propres au roi de coupe en règle générale. Le roi de denier, j'adore parce qu'il y a cette représentation des générations avec lui et vous allez avoir cet homme d'un âge mûr qui prend soin d'une petite fée et vous avez une très belle représentation comme ça du côté assez nourricier du roi de denier. Le fait qu'il soit en interaction avec quelqu'un de plus jeune, de plus fragile, dont il a l'air de bien prendre soin, ça met en avant ce côté très sympathique et très nourrissant du roi de denier. Je trouve que c'est un moyen très malin en fait de parler de ce personnage. Le chevalier de coupe, je le trouve assez touchant, il a un côté très rêveur et puis en même temps on sent une certaine invitation dans cette coupe. Et moi ça me parle beaucoup parce que c'est une carte que j'ai utilisée assez récemment. Je sentais une présence avec moi comme un nouveau guide en fait qui essayait de me véhiculer des messages. Je savais pas qui c'était ou ce qu'il recherchait. Donc avant d'aller me coucher j'ai battu ce jeu, j'ai sorti cette carte du chevalier de coupe. Et je me suis dit, bon bah ça doit correspondre à ce nouveau guide qui débarque et qui a quelque chose à me dire. Et j'ai dormi donc avec cette carte à côté de mon oreiller et justement dans mon rêve j'ai été invitée au restaurant par ce nouveau guide qui avait des messages pour moi. Donc c'est assez frappant de voir que ce jeu il va beaucoup réagir par rapport aux énergies qui sont autour de vous. Et il va mettre en scène des personnages qui correspondent à de véritables entités qui ont des choses à vous véhiculer. La reine de bâton, elle dégage une énergie de feu incroyable. Je trouve que c'est une carte super pour travailler sur le chakra sacré. Super pour les femmes pour se reconnecter à tout ce qui est lié à la maternité, dans son côté beaucoup plus instinctif, lié à l'élément du feu. Moi je travaille beaucoup avec une notion que j'appelle la mère de feu, qui est le fait de protéger coûte que coûte ses petits et de brûler d'un amour ardent inconditionnel. Et cette carte elle a tendance à beaucoup ressortir pour traiter de toutes ces thématiques autour de la maternité, autour de l'amour, autour du feu instinctif chez la femme. La reine de coupe, elle est troublante cette reine de coupe. Habituellement on va plutôt avoir des reines de coupe douces et puis un petit peu éthérées, un petit peu rassurantes. Et là je la trouve pas rassurante du tout, moi cette reine de coupe elle est... Alors certes, elle est dans une invitation, mais en même temps, elle est très étrange et puis elle a un regard d'une intensité qui déstabilise. Et je trouve que c'est assez intéressant d'avoir une reine de coupe comme ça, qui est un petit peu plus ambiguë que d'habitude et qui va être dans une certaine douceur, mais en même temps qui va nous mettre un petit peu le doute et on sait pas trop quelles sont véritablement ses intentions. La reine d'épée,
Elle est ambiguë, cette reine d'épée. Elle a une certaine douceur, mais en même temps, elle est hyper étrange, mystique, et puis on sent qu'elle regarde au loin, mais en même temps qu'elle nous voit très clairement, qu'elle arrive à saisir, à capter ce qui se passe dans la pièce, qu'elle sait très bien quelle heure il est, où on en est, et quelles sont les prochaines choses à planifier. Donc on a l'impression qu'elle a des coups d'avance sur nous, on ressent ce côté très malin, très acéré en fait dans son regard. Et moi quand je vois cette carte débarquer, je me dis qu'il faut pas trop déconner et qu'elle reflète quand même quelqu'un avec qui j'ai pas envie d'être dans un combat de l'esprit, parce que j'ai l'impression que je vais perdre. La reine de denier. Alors pour moi, cette reine de denier, elle me déstabilise un peu parce que je l'aurais plus vue comme une impératrice en fait. Elle représente plus ce côté très nourricier, avec une féminité exacerbée, cette poitrine très généreuse, opulente, la pomme, ce côté très rouge avec ses cheveux aussi qui sont roux. Mais en même temps, on avait une impératrice qui était plus dans cet esprit un peu à la Déméter et qui était plus une sorte de déesse des récoltes, ce qui fait sens. Et ici, on va être dans un côté un petit peu plus nourricier pour la reine de denier, donc pourquoi pas. Je trouve que c'est un parti pris, c'est un choix. Ça rend la reine de denier peut-être un petit peu plus sympathique pour moi, parce que j'ai tendance à peut-être me déconnecter un petit peu de la reine de denier habituellement, parce que c'est peut-être un personnage que je trouve trop matérialiste dans d'autres tarots, et ici je la trouve plus dans un instinct nourricier et plus impératrice. C'est quelque chose qui a tendance à plus me parler. Pour le reste des cartes, je vous laisse les découvrir par vous-même. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire sur ce tarot. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, nouveaux articles, nouvelles vidéos. Salut!